Bonjour à tous, vous écoutez Radio Judaïka, bienvenue dans le magazine de la rédaction un petit peu spécial consacré à Béatrice Delvaux qui s'est donc exprimée via un édito paru mardi dans le journal Le Soir où elle dénonce la montée de l'antisémitisme. Elle a été interrogée également là-dessus sur nos antennes de Radio Judaïka. Je suis avec Isaac Franco, éditorialiste à Radio Judaïka et qui anime l'émission Chercher l'erreur avec Gérard Grosjean le lundi à 17h. Isaac, vous êtes là pour réagir aux propos de Béatrice Delvaux. Elle a notamment déclaré que l'antisémitisme était un problème majeur sur lequel Le Soir a déjà écrit plusieurs fois et que l'exode des Juifs d'Europe vers Israël était un réel problème. Les Juifs sont nos compatriotes, a-t-elle déclaré. Alors on ne peut pas vraiment lui donner tort là-dessus. Les Juifs de Belgique ont en grande partie vécu et grandi en Belgique. La culture belge est ancrée dans la communauté juive belge. Les voir quitter le pays ne serait-il pas un aveu de faiblesse et une manière de donner raison au radicalisme ? Nous sommes normalement chez nous en Belgique, ce n'est pas forcément le cas en Israël. Oui, c'est vrai. D'abord, je souligne le constat que fait Béatrice Delvaux. Effectivement, l'antisémitisme, sa résurgence ces dernières années, pose un problème majeur à notre pays, pas seulement à notre pays, à l'Europe en général, pas seulement à notre communauté, pas seulement à la communauté juive, mais à l'ensemble de la communauté nationale, parce que ce qui touche les Juifs d'abord finira par toucher le reste de la communauté nationale. Alors cette prise de conscience, elle est nécessaire, elle est salutaire, elle est tardive. La question est de savoir s'il n'est pas trop tardive, parce que l'insécurité, déjà, elle règne dans les esprits de la communauté juive, et si déjà certains minoritaires ont franchi le cap, ils sont partis qui en Israël, qui au Canada, qui aux États-Unis, qui en Australie, la majorité des Juifs s'interrogent sur la question de savoir quel est leur avenir, s'il y a un avenir encore dans notre pays, et en particulier pour leurs enfants. La question, elle est posée. La question, elle hante les esprits. Les gens se posent des questions, et c'est une question qu'on aurait eu du mal à imaginer qu'elle squatte les esprits il y a seulement quelques années de cela, ce qui veut dire qu'en très peu de temps, le climat s'est dégradé au point d'inspirer une question qui paraît iconoclaste, mais qui a toutes ses raisons d'être, compte tenu du fait que désormais, dans les rues européennes, dans les rues en Belgique, une vie juive peut être menacée. Alors, cela nous amène donc à parler aussi de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui avait appelé les Juifs à faire leur alia en vue de les protéger. Alors, Madame Delvaux trouve que Netanyahou n'est pas propriétaire du destin des gens, je la cite, et que c'est à eux de prendre leurs décisions. Elle partage également l'avis, alors qui a été celui de nombreux dirigeants européens, à savoir que Netanyahou n'a pas à sous-entendre que les pays européens sont incapables de protéger leur population. Est-ce que Netanyahou a raison de croire qu'Israël peut protéger tous les Juifs ? Il faut quand même rappeler que ce pays est en guerre depuis longtemps, contrairement à la Belgique. Il faut également rappeler que beaucoup d'Israéliens ont chez eux des abris anti-bombes au sein même de leur habitation. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons absolument pas besoin de ça dans notre vie quotidienne en Belgique. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer d'y répondre. La première, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, n'est pas propriétaire, à l'évidence, des voix des Juifs d'Israël, moins encore des voix des Juifs en diaspora. Il n'a pas cette prétention et il n'a jamais laissé penser qu'il enjoignait les Juifs à quitter. Il a simplement fait ce que fait chaque Premier ministre israélien, c'est d'inviter les Juifs qui vivent en diaspora, s'ils le souhaitent, à venir en Israël, en précisant qu'Israël les attend les bras ouverts. Ce n'est pas une injonction, c'est une invitation, en précisant bien que s'ils le souhaitent, les portes d'Israël leur sont ouvertes, mais en précisant bien évidemment, qu'ils ont droit à la sécurité s'ils décident de rester là où ils vivent, et il entend naturellement que chaque gouvernement européen a le devoir d'assurer cette sécurité à leur population juive. Il n'y a rien là de scandaleux, je pense que c'est une polémique tout à fait inutile, même nuisible, des chamailleries un peu infantiles, parce que il s'agit de lutter tous ensemble contre la résurgence de ce cancer, contre cette métastase qui à nouveau a muté et qui menace le corps social. C'est une mauvaise polémique. Le Premier ministre est dans son rôle de dire aux Juifs, venez, Israël a été recréé aussi pour vous, si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, restez là où vous vivez. Mais il est naturel que le Premier ministre d'Israël fasse part de son inquiétude
auprès des gouvernants européens quant à la sécurité ou à l'insécurité dans laquelle vivent les Juifs en Europe. Alors, dans une autre intervention de Béatrice Delvaux, elle parle que le politique est souvent intervenu chez nous de manière récurrente contre l'antisémitisme. Alors effectivement, il y a de ça peu de temps, Charles Michel en a fait une cause nationale, notamment lors de son discours, lors des commémorations des 70 ans de la libération d'Auschwitz. Il était à la Grande Synagogue à la Régence et donc il a dit que c'était une cause nationale. Alors Béatrice Delvaux souligne aussi le fait que la communauté juive n'a pas attendu tout ça et qu'elle dénonce l'antisémitisme depuis longtemps, ce qui est une chose assez vraie. Alors peut-être est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop vis-à-vis de l'antisémitisme? Certains pensent que finalement parler souvent dessert un petit peu la cause. On n'en fait pas assez. C'est pas qu'on en fait trop, on n'en fait pas assez, mais peut-être ne le fait-on pas bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour l'instant, on n'a fait que traiter le mal une fois qu'il est apparu. On a traité ses manifestations, on a traité ses conséquences, on a traité ses effets. On n'en a pas vraiment traité les causes. On a dénoncé l'antisémitisme, on a dénoncé ses dangers, on a dit qu'il menace la cohésion nationale, on a dit que la Belgique sans les Juifs, ça n'est plus la Belgique, que la France, la République sans les Juifs, ça n'est pas la République. C'est vrai. On peut déjà se poser la question de savoir si même avec les Juifs, la République est la même que celle qu'elle était il y a seulement quelques décennies. Mais c'est une question annexe. Il y a un problème d'identification des causes. Parce que on combat aujourd'hui la dernière mutation de l'antisémitisme avec les outils qui nous permettaient de combattre l'antisémitisme d'hier. Je m'explique. Il n'y a pas si longtemps, l'antisémitisme, c'était l'antijudaïsme, matrice religieuse. Les Juifs, c'est le peuple déicide. Ça a duré comme ça pendant des millénaires, des siècles, 2 millénaires presque. Et puis, au XIXe siècle, on est passé à une deuxième forme d'antisémitisme. Il a muté. Et il s'est appelé antisémitisme. C'est un antisémitisme à racine raciale. C'est-à-dire, les Juifs sont une race inférieure. Puis, il y a eu l'antisémitisme, celui qu'on connaît, la dernière mutation, c'est l'antisionisme, c'est-à-dire faire de l'État d'Israël, l'État juif, le juif des nations, et rendre responsable Israël de toutes les fautes du monde, de tous les péchés du monde, comme hier on rendait le juif responsable de tous les péchés du monde. Et donc il y a une délégitimation, une diabolisation de l'État d'Israël qui pèse sur le destin des juifs qui vivent à la fois en Israël mais également en diaspora. Et tout le temps qu'on ne modifie pas le logiciel, tout le temps qu'on ne change pas de grille de lecture sur ce conflit arabo-juif que pour des raisons assez troubles, on présente comme le conflit israélo-palestinien, et tout le temps que ce conflit arabo-juif charrie des clichés, des poncifs aussi nauséabonds que l'État juif qui serait la réincarnation du mal le plus achevé, une sorte de nazisme de zéro, eh bien, il ne faudra pas, tout le temps qu'on fera de Israël un monstre, le monstre des nations, il ne faudra pas s'étonner que quelques personnes se lèvent le matin en se disant « je vais venger les enfants de Gaza ». C'est arrivé avec Mohamed Merah, vous vous rappellerez, à Toulouse en 2012, et avec d'autres des assassins qui disent « moi je vais venger les morts d'Israël, de cet État monstrueux, de cet État nazi, de cet État d'apartheid ». Alors tout le temps qu'on ne fait pas le procès de la manière dont on parle de ce conflit, et tout le temps qu'on ne contribue pas à l'importer et avec cette importation à raviver un antisémitisme préexistant dans certaines franges de notre communauté nationale, eh bien, on se trompe et on ne traite pas bien le problème parce que on s'exonère du devoir d'identifier les causes. Les causes, elles sont dans la représentation qu'on a en Europe, et en Belgique en particulier, de ce conflit. Ce conflit est la mère de tous les conflits, c'est comme ça que c'est présenté. Israël est diabolisé, au point même que lorsqu'il se bat contre une organisation terroriste, c'était le cas du Hamas, en juillet-août 2014, il n'y a pas eu un moment, un seul, où pendant ces 50 jours de guerre, il n'a été rappelé aux auditeurs, aux lecteurs ou bien aux téléspectateurs que Israël, en fait, répondait aux agressions d'une organisation terroriste. On n'a pas rappelé que le Hamas est une organisation terroriste. Et on a même pu prendre parti pour le Hamas qui ne faisait que défendre sa population agressée. Au point qu'on a eu dans nos rues des manifestations où, pour la première fois,
depuis bien longtemps, on a crié mort aux Juifs. Ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Bruxelles. Ces manifestations ont été autorisées pour certaines, d'autres ont été interdites, et pour certaines qui ont été interdites, elles se sont tenues malgré l'interdiction de la préfecture, je pense en particulier à Paris, et il y a eu des responsables politiques de la gauche extrême, de la gauche radicale, de l'extrême gauche, pendant l'extrême droite. Je pense à Besancenot, par exemple, du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, qui a manifesté en tête de cortège. Quelle a été la sanction de la justice? Quelle a été la sanction de la France à cette contravention à une décision prise par la préfecture? Aucune. Quel message envoie-t-on? Et lorsque le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, par exemple, dit que n'était le fait qu'il était ministre de la République, il aurait volontiers participé à ces manifestations, quel message envoie-t-on? C'est ça le fond du problème. Il faudra se contraindre tôt ou tard, et mieux vaut tôt que tard, à réanalyser le discours qui concerne ce conflit arabo-juif, la manière dont on dépeint Israël, rééquilibrer sa politique en sa faveur pour que enfin on voit cette manière, cette espèce de pétrole qui ravive sans cesse le feu dans nos régions, dans nos rues, s'éteindre petit à petit. Il faut aller en amont, parce que se dire que traiter le problème de l'antisémitisme en multipliant des policiers, ou des gendarmes, ou des soldats devant des écoles, devant des synagogues, c'est traiter les effets du mal. C'est mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Mais la jambe, elle continue à gangréner. Donc il faut décidément revoir le logiciel de lecture de ce conflit, parce qu'il donne une légitimité à ceux qui s'en prennent aux Juifs. En Israël, au point qu'ils ne sont jamais qualifiés de terroristes lorsqu'ils commettent des actes de terrorisme contre des civils, ou même ici, où la tentation est grande, et a été vérifiée trop souvent, de les dépeindre comme des délinquants, ou comme des déséquilibrés, ou ce que vous voulez. Et même cette réticence qu'il y a à qualifier un fait antisémite pour ce qu'il est, c'est-à-dire le caractériser pour cela. Vous savez, en 1975, l'ONU a voté une résolution scélérate. Elle a duré 16 ans, qui dressait une équation absolument abominable entre sionisme égale racisme, sionisme et racisme. 1975, résolution 3359, si la mémoire ne me trompe pas, on a voté une résolution qui faisait du sionisme une forme de racisme. Il a fallu 16 ans, jusqu'en 1991 donc, pour que cette résolution scélérate soit enfin démentie, soit enfin retirée, soit enfin dénoncée. Mais ça n'a pas empêché que 10 ans plus tard, en 2001, avec Durban, qui précédait de quelques jours seulement les attentats du 11 septembre à New York, il y a ce programme auquel ont adhéré 4000 ONG, où on a crié dans les rues sud-africaines « mort aux Juifs », et dont le but est de diaboliser Israël, dont le but est de faire de Israël l'incarnation du nouveau nazisme, du nouveau fascisme, du nouveau totalitarisme, du nouvel apartheid. Alors, tout cela a été combattu, mais n'empêche, ces mauvaises graines ont germé dans les esprits et on ne fait rien d'autre que le programme de Durban depuis. Je veux dire, toute cette désinformation, elle participe de ce programme de Durban. Elle a installé dans les esprits une diabolisation de l'État d'Israël qui fait que tous ceux qui sont proches de l'État d'Israël, et il est peu de Juifs, je ne vais pas généraliser, je ne vais pas tous les essentialiser, mais il est peu de Juifs qui vivent en dehors d'Israël qui ne soient pas sensibles au sort d'Israël. Et donc, qui n'ait pas une forme de proximité affective avec Israël. Si bien que tous ceux qui ne manifestent pas une dénonciation très explicite d'Israël, eh bien, ils sont visés. Et ce sont même devenus des cibles légitimes. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Vous savez, est-ce que Netanyahou a raison de dire ou pas dire? Mauvaise polémique, disais-je, mais j'entendais hier la RTBF, qui présentait les suites de cet attentat, de ce double attentat de Copenhague. Premier attentat, on se rappelle, contre
contre ces participants à un débat sur l'islamisme, la liberté d'expression, et puis la grande synagogue de Copenhague. Il y avait le lendemain l'enterrement de ce malheureux Uzan au cimetière de Copenhague. La première ministre danoise était présente et le commentaire de la RTBF, c'était de dire qu'il y avait une grande foule, juifs et danois étaient présents. Juifs et danois. Donc on a dédanisé les juifs. On les a dénaturalisés, on les a dénationalisés. Mais cette présentation, décidément inconsciemment malveillante, eh bien, elle donne raison à Netanyahou. Puisque ces juifs qui sont au Danemark pour certaines familles depuis des siècles, depuis le XVe siècle ou le XVIe siècle, les voilà privés de leur identité danoise. Ils sont juifs et danois. Ils étaient accompagnés aussi de Danois. Et voilà qui montre que, dans certains esprits, un juif ne peut pas être pleinement un citoyen de l'espace européen. Voilà qui donne raison à Netanyahou. Donc, mais ça reste une mauvaise polémique, encore une fois. Le Premier ministre est dans son rôle. Ce que je note, c'est que à Paris, le 7 janvier, comme à Copenhague, le 14 février, on a eu deux cibles différentes, mais symboliquement chargées de façon différente, en effet. La première cible, à la fois pour Charlie Hebdo et ceux qui participaient à ce débat à Copenhague, mais ce sont des victimes idéologiques. Ce sont des gens qui ont été visés et tués, assassinés, parce qu'il fallait venger un crime qu'ils ont commis. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Parce qu'ils ont dessiné, parce qu'ils ont représenté le prophète, comme ils l'appellent, et que c'est un blasphème qu'ils ne peuvent tolérer. Il fallait donc laver cet affront. Et ils l'ont fait dans le sang. Ok, mais il y a une cause. Aussi contestable, aussi diabolique, aussi haineuse soit-elle, aussi condamnable soit-elle, il y a néanmoins une cause. Mais, d'autre part, à l'Hypercacher à Paris, comme à la grande synagogue, quelle est la cause qui prend ces juifs pour cible ? Aucune autre cause que le fait pour eux d'être nés juifs. Et donc, qui participent de cette intention génocidaire. Vous êtes nés juifs, vous méritez de mourir. C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est cette différence qui est essentielle. C'est qu'on tue un juif pour le simple fait d'être juif. D'être, pas de faire, d'être. Cela n'a pas été assez souligné. Alors, c'est vrai, c'est bien de dire il faut dénoncer la résurgence de l'antisémitisme, mais il faut aller plus loin. Il faut faire une analyse plus approfondie. Il faut cesser de dire que tout cela, ça n'est pas l'islam. Je ne sache pas que le président français soit un docteur de la foi musulmane. Je ne sache pas que le président américain, qui a eu le front de dire à la prière nationale de dimanche, il y a de cela 10 jours, qui a eu le front de dire que les morts juifs à l'Hypercacher ont été tués, assassinés par hasard. Que leur mort tient au hasard, et non pas qu'ils ont été visés et assassinés parce qu'ils étaient juifs. Tout cela parce qu'on n'a pas envie de pointer du doigt ce cancer de l'islam qui s'appelle l'islamisme. Et on ne veut pas se poser la question de savoir comment cela se fait que cette métastase, cette cancérisation de l'islam qui s'appelle l'islamisme, comment cela se fait qu'il est né sur ce grand corps malade de l'islam. On n'a pas le courage de le dire, mais il faut le dire. Il faut le dire dans l'intérêt des juifs, à l'évidence, dans l'intérêt de la communauté ou des communautés nationales, à l'évidence, mais dans l'intérêt de tous les musulmans qui ne participent pas de cette intention, qui ne participent pas de cette lecture haineuse du monde, binaire du monde. Il faut le dire dans l'intérêt de tous. C'est l'intérêt de tous. Il faut cesser de dire que ça c'est l'islam, ça c'est pas l'islam. Oui, c'est l'islam. Oui, ça plonge ses racines dans l'islam. Maintenant que ce soit un dévoiement, à l'évidence. Mais taire qu'il y a une filiation entre l'islamisme, cette radicalisée odieuse, et l'islam, ça paraît absurde. Ça paraît absurde et ça dessert la vérité. Dire que c'est une minorité qui ne parle pas pour la majorité, certes, mais ça n'est pas à nous à le dire. Parce que comme le rappelait Manuel Valls récemment, les musulmans ont tous les droits partout là où ils vivent, à l'instar de tous les autres citoyens de la République, mais ils doivent désormais assumer pleinement leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire
parlez pour vous. Dites pas en mon nom. Manifestez en masse pour bien faire comprendre à la communauté nationale, vous ne participez pas de ce projet mortifère. Vous le dénoncez, pas en votre nom. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que nous les aidons aussi à ne pas le faire. Parce que nous parlons pour eux. Nous disons pour eux, c'est pas l'islam. Donc de cette façon-là, nous les exonérons de le dire pour eux. Mais de cette façon-là, nous les déresponsabilisons, nous les infantilisons. Nous avons peur qu'ils ne parlent pas, alors nous parlons en leur nom. Mais c'est un tort. Laissons-les parler. Vous savez, il faut dépasser certains tabous. Et le Premier ministre français, qui a un parcours à cet égard assez exemplaire, même si je critique cette polémique, cette chamaillerie tout à fait inutile avec le Premier ministre israélien quant à son appel, ou à cette invitation à venir en Israël, il a eu enfin le courage à accoupler deux mots que, par exemple, dans Cherchez l'erreur, Gérard et moi ne cessons de dénoncer. C'est cette nouvelle forme de fascisme qui est l'islamisme. Et il a formé cette expression, l'islamo-fascisme. Il faut lutter contre cette nouvelle forme cette nouvelle forme de fascisme qu'est l'islamo-fascisme. Enfin, il était temps de le dire. Enfin, nous savons contre qui nous sommes en train de nous battre, ou contre qui il faut se battre. Voilà enfin des mots sur l'ennemi de tous, en ce compris les musulmans qui sont aussi victimes des exactions des islamistes. Alors je voudrais aussi aborder donc un dernier thème, du fait que Béatrice Delvaux parle donc de la lutte contre l'antisémitisme. On y revient, elle a mis en parallèle la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie. Alors certes, des musulmans ne sont pas tués chez nous comme l'ont été les juifs, mais les musulmans sont aussi victimes peut-être d'amalgames. À l'heure actuelle, certaines personnes associent État islamique, alors Isaac vous en avez déjà répondu en partie, donc associent État islamique aux musulmans qui vivent chez nous. Alors tout ça ne renforce-t-il pas une certaine marginalisation de la communauté musulmane ? Ne renforce-t-on pas tout simplement le communautarisme chez nous ? Moi, je ne vais pas parler islamophobie parce que c'est une langue, c'est en iranien, ça, c'est en persan. C'est la République théocratique qui a décidé de faire la promotion de cette idée d'islamophobie. Ça ne veut strictement rien dire. Il y a effectivement du racisme anti-musulman, il y a de la discrimination contre les musulmans. Elle ne s'exprime pas de la même manière, elle ne fait pas risquer, les musulmans ne risquent pas leur vie. Pour ça, c'est vrai que c'est une différente forme de discrimination. Elle n'est pas moins acceptable. C'est une discrimination à l'embauche, c'est une discrimination au nom, effectivement. Et il y a, c'est vrai, ce danger dans lequel, d'ailleurs, il se trouve, d'être associé à tort aux exactions commises par certains d'entre eux, par l'État islamique, mais pas seulement l'État islamique, par le Front al-Nusra, par le Hamas, dont on peine à dire que le Hamas a exactement les mêmes intentions assassines que l'État islamique. Même chose que le Hezbollah, même chose que Boko Haram. Donc tout cela, c'est la même engeance, c'est la même chose. Donc il y a ce risque effectivement de les associer à ces criminels, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est à eux, en majorité, à dire « c'est pas nous ça ». Ces assassins, c'est pas nous. Ces assassins, qu'ils soient du Hamas, du Hezbollah, de Boko Haram, d'État islamique, du Front al-Nusra ou de qui vous voulez, c'est pas nous. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons simplement un meilleur avenir pour nos enfants. Nous voulons le bien vivre ensemble. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais nous ne sommes pas moins bien que les autres. Nous sommes comme les autres. Nous n'avons pas de projet pour remplacer votre projet. Nous voulons vivre parmi vous, en paix, dans le respect, dans la considération. Il faut, si ce danger d'amalgame existe, eh bien, pour le prévenir, ils doivent aussi en être les acteurs. Ils doivent prendre la mesure du danger qui pèse sur eux et enfin parler. Et pour ne pas risquer l'amalgame, c'est de dire en masse et de montrer en masse à la communauté nationale, pas nous. Vous éloignez de cette façon le spectre de l'amalgame. Mais nier qu'il y ait des racismes qui visent toutes les minorités, dont la minorité qui est infiniment plus nombreuse pour la minorité musulmane que la minorité juive, ça me paraît une évidence. Il y a aussi du racisme qui frappe les Roms, par exemple. Il faut tous les dénoncer, c'est évident. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on va noyer le poisson dans l'eau. Il y a un danger qui menace
plus que tous les autres la société civile, sa cohésion aujourd'hui. N'essayons pas de construire des équations où antisémitisme égale islamophobie, c'est pas vrai. D'abord, on tord le cou à la langue en parlant d'islamophobie, on parle perse, je le rappelle, et l'islamophobie a été créée de toutes pièces par l'Iran théocratique pour faire contrepoint pour relativiser le danger de l'antisémitisme. Ça n'est rien d'autre que cela. Ça ne veut pas dire qu'on minore les dangers de la discrimination contre les musulmans. Ça ne veut pas dire que l'on nie le risque de voir l'amalgame pénaliser les musulmans parce que certains d'entre eux commettent des crimes. Mais n'en reste pas moins qu'il faut appeler les choses par leur nom. Lorsqu'on voit le président français faire un communiqué il y a de cela 2 jours, après l'assassinat abject des 21 Égyptiens de confession copte qui ont été assassinés sur une plage en Libye, prendre soin de ne pas nommer la confession de ces malheureux, de ne pas rappeler qu'ils ont été assassinés parce que coptes, eh bien, on les tue une 2e fois. Lorsque le président américain fait exactement la même chose et se refuse à rappeler ou à informer la population américaine qu'ils ont été assassinés parce qu'ils sont coptes, eh bien, on les tue une 2e fois. Lorsque on consacre à partir de hier, je pense à Washington, un grand sommet contre le terrorisme, mais que, vous savez, dans l'appellation de ce grand sommet qui se tient à Washington depuis hier, où il y a 60 délégations, 60 pays, c'est un long énoncé, hein, cette réunion, ce sommet contre le terrorisme. Mais vous verrez à aucun moment le mot islamisme. Vous ne verrez pas le djihadisme. Vous ne verrez pas le fondamentalisme musulman. On parlait d'extrémistes, en tout cas. On parle d'extrémistes, ça ne veut rien dire. On dribble, on joue avec les mots. L'ennemi, il est clair, il est simple à identifier. C'est l'ennemi de tout le monde. Alors, un peu moins de timidité, un peu moins de frilosité, un peu plus de courage. C'est dans l'intérêt de tous et il y a urgence. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Isaac Franco, d'avoir réagi, d'avoir répondu à mes questions. Donc, je rappelle que vous êtes éditorialiste ici à Radio Judaïka et je rappelle également votre émission le lundi à 17h, Cherchez l'erreur avec Gérard Grosjean. Merci.